Nous démarrons ce bulletin d'information avec la politique. Le chef de l'État qui fixe la date des élections locales pour le 23 janvier 2022. Le ministre de l'Intérieur l'a fait savoir à travers un communiqué. Du côté de PASTEF, l'on regrette une décision qualifiée d'unilatérale concernant le processus électoral. Aldio Mosso, plénipotentiaire de PASTEF, que je vous propose d'écouter. Le décret pris par le président de la République fixant la date des prochaines élections territoriales au 23 janvier 2022 montre que le gouvernement n'accorde pas une importance au point de vue de l'opposition lorsqu'il s'agit de traiter de la question électorale dans notre pays. Cette démarche conforte l'unilatéralisme que notre gouvernement a fait montre à la matière depuis 2016. Pour rappel, l'opposition avait proposé à ce que les prochaines élections territoriales se tiennent dans le deuxième semestre de l'année en cours. Et comme nous le constatons tous aujourd'hui, le gouvernement a passé outre les propositions de l'opposition qui ont été accompagnées par un planning qui permettait à la fois à l'administration électorale de disposer du temps nécessaire pour réussir l'organisation matérielle des élections, mais également pour permettre aux partis politiques et aux autres acteurs qui interviennent dans le processus électoral d'avoir le temps nécessaire pour s'organiser de façon efficace. Mais comme nous l'avons tous constaté aujourd'hui, le gouvernement a procédé à la fixation de cette date-là de façon unilatérale en violation des dispositions pertinentes du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur les élections. L'opposition avait fait cette proposition pour éviter toute emprise électorale sur l'année 2022. Parce que comme nous le savons tous, en organisant les élections territoriales au mois de janvier 2022, le gouvernement compromet de facto la date prévue pour organiser les élections législatives, à savoir la date du 29 juin 2022, c'est-à-dire 30 jours avant la fin du mandat des élus locaux. Et nous savons tous également que cela risque d'avoir une conséquence sur l'organisation de l'élection présidentielle en 2024. Et c'est donc ce que l'opposition a voulu éviter à notre pays. Voilà, c'était Aldio Mosso, plénipotentiaire de PASTEF. Alors, Chérif Dia, pour un pays qui a appelé au dialogue, un dialogue national politique tout juste après la présidentielle, fixer la date des élections locales par un décret, quelque part, ça montre qu'il y a eu échec. Oui, parce que les acteurs ne s'entendaient pas sur une date. Vous avez entendu Aliouma le dire, l'opposition voulait que ces organisations se tiennent au mois de décembre de cette année. Le pouvoir, c'est-à-dire la majorité aussi, a proposé janvier 2022, donc un intervalle d'un mois. Malheureusement, il ne s'accorde pas et dans ces conditions, c'est quand même le président de la République qui a le dernier mot avec son arbitrage et finalement, il a pris ce décret pour quand même fixer ses élections au 23 janvier 2022, ce qui veut dire donc que, comme vous l'avez dit, quand même, il y a eu un échec au niveau de la commission cellulaire du dialogue national. Même la société civile aussi, d'une certaine manière, s'est rangée du côté de l'opposition, invitant le pouvoir quand même à organiser ces élections avant la fin de cette année 2022, ce qui veut dire donc qu'il y a de l'électricité dans l'air. On entend maintenant ou attend la réaction de l'opposition, mais je pense que l'opposition aussi ne doit pas un peu tomber dans ce piège parce que le pouvoir se prépare, vous l'avez dit avec ces réformes-là, on apprend dans le journal L'Observateur que même il y en a, c'est pas seulement au niveau de la départementalisation de Kermassar ou dans des zones comme Bambilor ou Sangalkam, il y a aussi ces réformes qui concernent Parcelles Assainies et Dalifort, ce qui veut dire que donc il y a encore beaucoup de tensions qui sont en vue. Ces tensions avant les élections, parce que quand même qui dit élection dit tension. S'il y a de la tension bien avant les élections, on imagine le jour J, bien durant la campagne électorale.
Ça, c'est clair. S'il s'agit des acteurs, il n'y a pas de problème. Mais pour ces réformes-là, notamment le redécoupage administratif, quand même, ça concerne des populations. On a dû quand même vu qu'il y a une levée de bouclier des populations qui s'opposent à ces réformes. Et je pense que, comme ces réformes concernent d'abord les populations, il faudra une concertation, surtout impliquer les populations à la base, qui sont les premières concernées, avant quand même de les adopter. Sinon, on va encore une fois noter des tensions comme on l'a vu il y a 10 ans exactement, parce qu'on a rappelé la dernière fois le cas Malick Ba qui a été tué le 30 mai 2011 à Sangalkam, et c'est pour ces raisons justement. Et aujourd'hui aussi, l'histoire se répète encore une fois malheureusement. Mais comme je l'ai dit aussi, bon, parce que d'habitude, le pouvoir aussi joue sur les caprices un peu de l'opposition, parce qu'eux, ils se préparent. À la dernière minute, l'opposition, c'est des conférences de presse, etc. Ils ne contrôlent pas le fichier, et à la dernière minute des élections tchétchènes, le pouvoir finit par les remporter encore une fois, et ça, c'est pas bon. Le boycott aussi, c'est source de contestation après. Et puis le boycott aussi, c'est pas une bonne stratégie, et je pense qu'il faut se préparer, aller sur le terrain, convaincre les électeurs, et espérer quand même les remporter, au lieu quand même de rester dans des salons, des hôtels, etc. Après la surprise jusqu'à encore une fois d'intervenir. Voilà. Merci Chérif Dia pour cette analyse. Le journaliste de Wolf TV, Pape Ndiaye, placé en garde à vue au commissariat central de Dakar. Cela fait suite à une plainte qu'il a reçue, interpellé ce lundi. Pape Ndiaye, qui a passé toute l'après-midi dans les locaux du commissariat, donc a finalement été placé en garde à vue. Puis retenez également que l'activiste Tunkara sera jugé aux États-Unis ce mardi pour injure publique et menace sur les réseaux sociaux. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le SAMES en grève pour 48 heures depuis ce lundi veut la lumière sur la mort des 4 bébés à l'hôpital Maguette-Lô de Linguère. La patronne du service pédiatrique qui a assisté à l'Assemblée générale est revenue sur ce drame avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Après avoir décrété une grève de 48 heures pour soutenir leurs collègues placés sous contrôle judiciaire suite à l'incendie qui s'est déclaré au service néonatologie de l'hôpital Maguette-Lô, le SAMES a organisé une assemblée générale pour encore tirer la sonnette d'alarme. On est là aussi pour tirer la sonnette d'alarme parce que nous avons vu un réquisitoire à charge désignant des coupables. Nous sommes venus pour tirer la sonnette d'alarme et mettre en exergue un peu les difficultés que tous les agents de santé vivent en rapport avec le déficit de matériel et de ressources humaines qui en réalité constituent des facteurs déterminants voire précipitants en tout cas de ce sinistre. Amadou Yeri Kamara réclame justice pour que la vérité puisse jaillir. Nous demandons une enquête impartiale et qui permette de rejaillir la vérité, et nous demandons la dotation en équipement suffisant mais en l'affectation de personnel qui garantissent des soins de qualité. Mise sous contrôle judiciaire, la chef de service pédiatrique Dr Fatou, très sereine, revient sur les circonstances de l'incendie. L'infirmière qui était de garde, comme d'habitude, elle a fait son travail normalement, comme à chaque fois qu'elle est de garde, elle a donné aux enfants leur bain, elle a changé les draps, elle leur a donné le lait. Ensuite, elle est sortie. Et ce sont les techniciennes de surface qui devaient passer après nettoyer la salle. Donc c'est durant ce laps de temps, elle devait sortir normalement, elle devait sortir pour libérer la salle, pour que les techniciennes de surface viennent faire le ménage dans la salle. C'est en ce laps de temps que l'incendie s'est passé. Négligente, je leur dirais d'abord de venir voir notre travail, comment on travaille. On est à l'hôpital. Moi par exemple, je suis à l'hôpital tous les jours, même le samedi, le dimanche, je passe sans qu'on m'appelle. Le mot d'ordre de grève du SAMES, donc pas totalement suivi à l'hôpital Idriss Pouy et à l'hôpital Abass Ndao. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro ont effectué le constat sur place avec des témoignages de malades et accompagnants. Très tôt le matin, cette dame s'est rendue à l'hôpital Idriss Pouy, ex-CTO, en compagnie de sa fille qui doit faire des analyses. Elle affirme avoir été bien servie malgré la grève totale de 48 heures du SAMES annoncée. Moi, je ne savais pas qu'il y avait grève. J'ai vu le personnel, il y a les malades, tout le monde circule. Je n'ai pas senti ça. Même constat fait par cet accompagnant de malades. Je n'étais pas au courant de cette grève de 48 heures. Nous ne l'avons pas senti sincèrement. Nous nous sommes pris en charge totalement. Nous voilà dans une autre structure sanitaire
À Abass Ndao, le service se passe normalement. Je suis venu récupérer mes résultats d'analyse. Je ne savais même pas qu'il y a grève. Les médecins sont là comme si de rien n'était. Malgré tout, le syndicat maintient sa plateforme revendicative des ressources humaines et matérielles en nombre et en qualité, un combat légitime de la vie de ce malade. Les médecins doivent aller travailler en toute sérénité. Ils font un exercice noble et remarquable. J'estime qu'ils doivent être mieux considérés pour mener à bien leur mission. Le SAMES devra alors remobiliser ses membres, l'idée de faire adhérer tout le monde à cette cause, une fausse note qui a fait l'affaire des malades venus se soigner. Nous reparlons de ce recrutement des 5000 enseignants par l'État du Sénégal. Beaucoup d'étudiants se sont inscrits sur la plateforme à l'Université Gaston Berger. Les étudiants en fin de formation sont divisés. Si certains se sont inscrits pour espérer faire partie des personnes recrutées, d'autres par contre n'y trouvent aucun intérêt. Voyons tout cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour l'année 2020-2021, 5000 nouveaux enseignants vont regagner les salles de classe. À l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants en fin de formation se sont déjà inscrits pour tenter leur chance. C'est le cas de cet étudiant en Master 1 à l'UGB. Bien sûr que je voudrais servir dans l'enseignement parce que d'abord mon champ de recherche est axé sur l'éducation nationale. Je travaille sur le problème linguistique au niveau des établissements scolaires. Donc c'est une opportunité pour moi d'aller déjà servir mon pays et en plus de cela mener en même temps mes recherches. Modou Gaye, lui, a refusé de s'inscrire. Il ne croit pas à ce nouveau recrutement annoncé par les autorités. Je n'ai pas confiance à la base, sincèrement, dans la mesure où j'ai étudié de loin. La stratégie du gouvernement à vouloir coûte que coûte régler ce problème d'emploi sur une question de recrutement massif. Et vu la manière dont le gouvernement veut coûte que coûte recruter les enseignants, je n'ai pas du tout confiance. Raison pour laquelle je n'ai pas jugé nécessaire de m'inscrire. Son ami Amidou Oumar Fall, lui, a déjà fait sa demande et attend avec impatience les premiers résultats. On croit à 30%. Mais les 70% autres qui restent, c'est autre chose. En 2 jours seulement, on demandait 5 000, n'est-ce pas? En 2 jours, on a eu plus de 101 000 inscrits. Donc là, l'État ne peut pas régler ce problème. Même s'il règle ce problème, il va sacrifier la vie de nos frères. Parce qu'on ne peut pas former un enseignant, soi-disant enseignant, à 3 mois ou bien 4 mois pour devenir un enseignant. C'est impossible. Sur les 5000 enseignants recrutés, certains seront formés pour être opérationnels avec une formation accélérée. Ce recrutement, annoncé par le chef de l'État Macky Sall, participe à résoudre le manque criard d'enseignants dans les écoles publiques. C'était l'information de la soirée. Lamine Diack est arrivé à Dakar ce lundi. L'ancien président de l'I2AF se dit satisfait de retrouver le Sénégal après des années d'absence. Il remercie toutes les personnes impliquées pour sa libération. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye étaient à l'aéroport Blaise Diagne. Lamine Diack, décontracté, qui est arrivé au Sénégal après plusieurs années d'absence. Accompagné de sa famille et des dirigeants du Yaraf, l'ancien patron de l'I2AF se réjouit de retrouver les siens. Hier, par leur soutien, que ce soit financier, moral et tout, ont pu amener ce jour-là. Et maintenant, alhamdoulilah, on souhaite à ce qu'ils se reprennent et qu'ils vivent encore longtemps parmi nous. Une telle sente, vraiment, avec ce jour on est en plein Ramadan, on peut dire que merci au bon Dieu. Les autorités aussi étaient à l'aéroport pour accueillir l'ancien patron de l'athlétisme mondial. Nous avons reçu le président Lamine Diack dans d'excellentes conditions. Il a remercié l'État du Sénégal. Il a remercié également toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce jour soit le jour de mois de Ramadan. Nous avons simplement soulagés. A rappelé que Lamine Diack était accusé de corruption et abus de confiance pour avoir caché des cas de dopage en Russie. D'ailleurs, il avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec une amende de 500 000 €. Son passeport aussi était confisqué. Nous parlons à présent de la CAN de Beach Soccer prévue à Saly du 23 au 30 mai prochain. Le comité local d'organisation en visite sur le site ce lundi annonce la construction d'un stade d'une capacité de 1000 places.
On écoute à ce propos le président du comité local d'organisation, Omar Gueye, qui assure que le Sénégal va relever le défi de l'organisation. Le plan de l'organisation, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est le défi de l'infrastructure. On a identifié le site, on a identifié le partenaire qui a été choisi par le président de la fédération et les administratifs qui vont, à partir de demain, commencer à construire le site. Nous avons aussi l'accompagnement de la CAF avec un expert qui va arriver demain aussi. Avec notre commission d'organisation au sein du LOC, toutes les dispositions sont prises pour qu'à partir de demain, que les travaux démarrent, avec comme objectif de délivrer le stade le 17 au plus tard pour que l'inspection de la CAF prévue le 18 se passe dans les meilleures conditions. On mettra un stade d'une capacité de 1000 places, mais comme vous le savez, on vit une période extrêmement difficile liée à la pandémie, ce qui nous oblige effectivement à prendre beaucoup de mesures de sécurité, surtout respecter toutes les contraintes liées aux dispositions que l'État du Sénégal a mis en place sur la distanciation sociale, sur le port du masque et surtout l'ensemble des dispositifs médicaux, ce qui fait que malheureusement on ne pourra accueillir que 500 personnes au regard effectivement de ces contraintes-là. Mais on mettra en place un stade de 1000 places. Toutes les dispositions seront prises pour que les personnes, en tout cas qui viendront assister à cet événement-là, soient dans des conditions de sécurité optimales. Les participants qui sont les joueurs, les délégations aussi, vont respecter toutes les dispositions sanitaires que l'État du Sénégal a mis en place avant l'entrée du territoire. De ce point de vue, tout est mis en place pour que les choses se passent dans d'excellentes conditions et que cet événement-là ne soit pas, en tout cas, le lieu, en tout cas, où on pourra prendre le risque de répandre la pandémie dans le pays. Comme vous le savez, comme il y a une capacité limitée, comme c'est des règles qui sont définies avec la CAF, on verra avec la CAF comment ça se passe. Maintenant, pour les journalistes, c'est le processus normal d'accréditation qui passera par la commission de communication de la Fédération de football dirigée par M. Kara, qui est juste à côté de moi, et en fait aussi le site de la CAF où on pourrait s'inscrire pour demander une accréditation. Et puis avant l'actualité internationale, on n'est que le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'est réuni avec le comité de pilotage transitoire de la CONACOC. C'était hier après-midi avec l'accompagnement des services du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome pour préparer l'observation du croissant lunaire en vue de la fin du Ramadan dans le même esprit de concorde et de réconciliation qui prévaut depuis le 6 avril. Les membres du COPIL transitoire se sont accordés sur les modalités d'observation et de déclaration ainsi que sur les termes d'une charte devant régir le fonctionnement du dit comité. Le fonctionnement donc du comité. Ils poursuivront après la Korité et dans la même dynamique le travail de réorganisation et de remobilisation autour de la CONACOC. L'actualité internationale à présent, avant la une des journaux à Semaine Tube, nous démarrons avec Jérusalem, le secrétaire général des Nations Unies qui exprime sa profonde préoccupation devant la persistance de la violence. Antonio Guterres exhorte Israël à mettre fin aux démolitions et aux expulsions conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits. Initialement prévue hier, la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine s'ouvre ce mardi à Addis Abeba. La situation politique au Tchad va y occuper une place de choix. Le rapport de la délégation ayant enquêté sur le processus de transition ouvert après la mort d'Idriss Déby et la prise du pouvoir par un conseiller militaire sera présenté. Et puis en RD Congo pour finir, un journaliste congolais assassiné au Nord Kivu. Il a été abattu par balle. Un nouveau meurtre qui porte à 16 le nombre de professionnels des médias congolais tués dans le pays au cours des 2 dernières décennies. Voilà ce YouTube, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup. Première tasse actu de ce matin, en ce mois de Ramadan, fin de Ramadan, servi avec plaisir par Cheikh Tidiane Diao. Vous aurez tout à l'heure la la sourire. Fin de Ramadan. Il est tout content. Il est tout content, le gars. Il ne faut pas qu'il nous la joue à la Chérifia quand même. Non, il a été décidé de prolonger. Avec plaisir. Pour 2 mois. Pour 2 mois
D'accord, on verra bien. Qu'est-ce que ça va donner d'ici lundi? Bien fait, hein. C'est que des bienfaits du Ramadan. Avec cette possibilité d'avoir une santé de fer. Parce que c'est le prophète qui l'a dit, hein, c'est un hadith du prophète. Sur le plan médical aussi, il est prouvé que le Ramadan aussi, c'est bon. Je vous informe que mon conducteur a été bouleversé dans le journal parce qu'on m'a glissé une information sur le croissant lunaire que je dois passer parce que impérativement parce que ce sont nos vieux amis là qui doivent décider de la fin du Ramadan. Et vous savez de qui ça vient. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mortala, le Gayen Bogetiep et le grand Bourba, Chérif Dia, les Ndawen sont à l'écoute, qui prennent l'engagement de jeûner encore pour 2 mois. C'est promis. Pourquoi pas, hein? C'est à l'extinction du soleil. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Bienvenue Mortala, ravi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Astou d'être là pour la revue des titres. Oui. J'espère qu'on est prêt pour attaquer cette revue des unes des journaux. Peut-être que ça va pas tarder. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane aussi, Cheikh Tidiane a parlé de l'actualité internationale, peut-être avec une dose de reggae à la fin. Oui, 40 ans, hein, 40 après la disparition de Bob Marley. On est le 11 mai. 11 mai, hein, 11 mai. Les effets du Ramadan. Les effets du Ramadan. Je ne pense pas à la prolongation. Ah bon? Peut-être parce que Cheikh Tidiane, c'est un grand marabout, il n'est pas très reggae. Ibou Diouf va se charger peut-être de cette... Oui, mais par contre, pour le 11 mai, voilà, c'est bon. On va plutôt penser à Blondin. Oui, c'est vrai que pour le Sénégal, on a deux dates. Blaise Diagne aussi. Oui, il y a 2 dates marquantes quand même. Je pense le décès de Blondin Diop dans des circonstances encore troublantes. Voilà, le 11 mai 1973, je pense. Ablaye même va y revenir. Mais il va nous donner une leçon d'histoire. Le Django d'Ablaye va porter justement. Bob Marley, 36 ans, il est mort à 36 ans, mais 40 ans après, sa mort suscite encore, débat, suscite encore, disons, hommage. Les gens... Elle a du Malik qui s'y met. Un peu de Bob Marley, ça peut faire du bien, en tout cas. Il y a aussi Blaise Diagne. Oui. Je pense que c'est Blaise Diagne. S'arrêter sur ça, parce que bon, peut-être que quand on parle aujourd'hui de Bob Marley, les gens pensent peut-être à l'autre aspect, mais Bob Marley, c'est aussi une idéologie, un engagement social, politique sur tous les plans, même à travers ses textes. C'est vrai qu'il a scintillé à travers le monde dans sa musique, a inondé le monde de mélodies, de paroles, d'idéologie. D'engagement, d'opposition. C'est pourquoi jusqu'à présent, je pense que les gens continuent un peu de vivre un peu, de se rappeler, de se souvenir également de lui, par ses paroles, mais est-ce que les gens prennent le temps de s'arrêter sur ces textes, la profondeur, la quintessence même. Très souvent, quand on parle de Bob Marley, les gens voient peut-être le style reggae, les dreadlocks et peut-être un peu de... Voilà, alors qu'il a des textes quand même riches sur tous les plans, la quintessence, la richesse, la profondeur. Ces textes peuvent servir quand même. Même sa philosophie de vie, parce que, disons, à l'article de la mort, il a parlé à son fils Ziggy pour lui dire l'argent ne peut pas malheureusement acheter la vie. Rien que ça, c'est une philosophie de vie. Et je pense que c'est à retenir. Il faut rappeler également que beaucoup d'artistes de renom lui ont rendu hommage. On peut citer par exemple l'album Kingston de Youssou N'Dour. Donc je pense, voilà. Et en plus... il y a beaucoup de morceaux fétiches de Bob Marley. No Man No Cry, un hommage à la femme, un hymne à la femme. No Likes Down Low, par exemple. C'est un morceau de Bob Marley, ça reste aussi. Repris par Lauryn Hill. Merci. Qui est de la famille, puisqu'il a été l'épouse de son fils.
On n'est pas spécialiste de musique, mais bon. Ouais, et puis en parlant de Bob Marley également, certainement, on se rappellera de notre confrère Samba Laobé. Oui, Samba, quand même. De la RTS Samba Laobé. Qui n'est plus de ce monde, qui était un grand connaisseur. Grand connaisseur. Tout à fait. Peut-être, je pense que Maodo Malick a un peu tracé la voie. Une petite pause avec Bob Marley, si vous permettez. Oui. Maodo Malick, je pense que... En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons enchaîner avec la revue des titres. Ce sera avec Mortala Gaye.